Bonjour à tous, je suis Yu Chen, doctorant à Harvard, au département de la santé mondiale et population. Aujourd'hui, je vais vous donner une brève introduction à la recherche qualitative. Revenons donc à une journée typique dans vos cliniques. Les bancs sont pleins, les couloirs sont bondés. Un jeune homme de 23 ans est amené dans votre clinique après un accident de moto. Il est en état de choc, souffre et est à peine conscient. Le bas de sa jambe est mutilé, une fracture ouverte niveau 3C. Vous le regardez et vous savez qu'il ne peut pas être sauvé. Vous le stabilisez, lui expliquez la situation et recommandez une amputation. C'est l'unique chemin à prendre. Le plus sûr, il écoute attentivement et sa famille aussi. Ensuite, il secoue la tête en « Non, non, je préfère. Je meurs plutôt que de perdre ma place. » Vous essayez à nouveau avec plus de douceur. Vous expliquez les risques d'infection et le danger d'attendre. Mais il ne change pas d'avis et sa famille non plus. Et vous réalisez qu'il n'est pas seul, sa famille non plus. On remarque que d'autres patients font des choix similaires. Des personnes refusent l'amputation, retardent des interventions vitales, refusent des procédures qui pourraient restaurer leur fonction ou les sauver. Au début, on se concentre sur les faits cliniques, la fracture, la lésion vasculaire, le risque d'infection. Mais après plusieurs cas, on se demande ce qui nous échappe. Le problème n'est pas uniquement médical, ce n'est pas seulement une question de connaissance ou d'accès. Le problème est dans les histoires que nous n'entendons pas actuellement. La question que nous n'avons pas appris à poser, c'est là que la recherche qualitative peut jouer un rôle. Elle peut potentiellement nous aider à comprendre pourquoi les schémas se répètent. Il existe donc deux types de recherche, la recherche quantitative et la recherche qualitative. Comment peut-on les distinguer? Pour ce qui est de la recherche quantitative, c'est l'endroit parfait pour nous indiquer ce qui se passe en termes de chiffres. Par exemple, 30% des patients d'algèbre refusent la chirurgie. Cela peut offrir une introduction rapide, de brefs chiffres sur ce qui se passe, mais cela ne nous explique pas pourquoi les patients choisissent de refuser l'opération. Certains facteurs clés, tels que la peur, les croyances, les récits culturels, la méfiance et la charge des soins, ne peuvent être capturés uniquement par des chiffres. La recherche qualitative nous permet d'entrer dans l'univers du patient et de voir les décisions à travers ses yeux, surtout quand le contexte, la culture et la communauté influencent la prise de décision. La recherche quantitative nous montre ce qui se passe et la recherche qualitative peut nous aider à comprendre pourquoi cela se produit. Dans le domaine de l'orthopédie, nous avons la possibilité d'utiliser la recherche qualitative pour explorer une vaste gamme de questions variées. Voici quelques exemples à considérer. Pourquoi certains patients choisissent-ils de retarder ou même de refuser l'arthroplastie? Quels sont les obstacles qui compliquent l'accès aux soins pour les enfants atteints d'ostéomyélite, ainsi que pour leurs soignants? Quels facteurs expliquent les différences entre les sexes dans les incidents et les résultats des fractures de la hanche? Comment les parents vivent-ils la charge et le défi que représentent les soins d'un enfant portant un appareil orthopédique pour la scoliose? Et comment pouvons-nous développer un outil de barrière de rétablissement qui ait un sens pour nos patients? Toutes ces questions nous obligent à écouter les histoires réelles des gens et pas seulement à mesurer leurs résultats. En recherche qualitative, il n'existe pas une seule manière d'écouter ou de mesurer MD. Il y a diverses approches selon les objectifs, examinons-les. Une par une. La méthode que vous choisissez dépend donc de ce que vous essayez de comprendre en profondeur. Elle raconte l'histoire détaillée de l'expérience vécue par un... Et la recherche phénoménologique, qui comme son nom l'indique, cherche à décrire l'essence même d'un phénomène particulier, et le troisième modèle de recherche. Ici,
c'est la recherche théorique sur le terrain qui développe une théorie à partir des observations faites sur le terrain, de quoi ce que vous observez minutieusement. La recherche ethnographique, elle, permet de décrire et d'interpréter en détail les modèles culturels partagés au sein d'un groupe. Et le dernier, celui très commun que beaucoup de médecins font de la recherche d'études de cas, qui fournit une compréhension très approfondie d'un cas ou de plusieurs cas. Il s'agit de quelques modèles de recherche qualitative courants derrière. Et ici, pour chaque modèle d'étude, il y a quelques exemples fournis ici. Pour plus efficient que comprendre. Ce qui pourrait être un bon exemple, ce qui pourrait être un bon modèle pour chacun de ces exemples. Voici 5 exemples qui sont en corrélation avec chacun des différents modèles d'études. D'accord, c'est comme si la chirurgie avait divers outils pour différentes tâches. La recherche qualitative a plusieurs façons de collecter des données, par l'information, souvent sous forme d'entretien individuel ou en groupe. Qui peut être utilisé. Cela consiste à observer ce qui se passe dans les cliniques, lors des guerres, dans la communauté. Parfois vous êtes étranger à la situation ou vous observez simplement le contexte. Il arrive également que vous deveniez l'un des membres de la communauté, que vous observez et que vous essayez d'y participer et d'en faire l'expérience. Souvent, nous avons parfois quelqu'un a demandé aux chercheurs de faire semblant d'être le patient et d'aller dans la clinique pour interagir avec le prestataire de soins pour comprendre la dynamique de l'interaction, ce qui se passe dans les cliniques. Ce sera donc l'un des exemples de l'observation participative. Est un moyen de collecter des données. Le troisième est l'examen STAP. Comprend l'examen des dossiers des patients, des politiques, des rapports. Et le dernier est la pratique communautaire des techniques participatives. La photo, voilà l'un des exemples ici. Par exemple, vous voulez comprendre les habitudes alimentaires des enfants du patient et vous leur demandez de prendre une photo du petit déjeuner qu'ils prennent et de les noter et de faire cela. De manière répétitive pendant quelques jours et de continuer à vous envoyer ces photos. Vous souhaitez qu'ils racontent l'histoire à travers les photos qu'ils prennent eux-mêmes. Parfois, une seule technique suffit pour répondre à la question de recherche. D'autres fois, vous pouvez opter pour une combinaison de plusieurs techniques. Parmi ces 4 méthodologies, j'aimerais me concentrer sur celle de l'information, car elle est très couramment utilisée et contient des procédures spécifiques sur la manière de mener un entretien avec un groupe ou un individu. L'enquête se déroule normalement à l'adresse, sous la forme d'un entretien approfondi ou d'un groupe de discussion. L'entretien approfondi est celui que vous menez individuellement avec le participant et le groupe de discussion. Vous réunissez un groupe de personnes pour discuter d'un problème. Et maintenant, je vais entrer un peu plus dans les détails de ces 2 types d'entretiens. Parlons de l'entretien approfondi, dont l'abréviation est idéale. L'entretien approfondi est l'occasion de se rendre sur place, non pas pour une opération, mais pour une conversation. Plutôt que de couper dans le tissu, vous coupez dans les hypothèses, en vous concentrant directement sur l'essence même de l'expérience du patient. Nous effectuons des entretiens approfondis lorsque nous devons explorer des sujets plus complexes, plus émotionnels ou plus sensibles. Ces entretiens sont particulièrement appropriés lorsque nous cherchons à comprendre un problème à travers la perspective du patient lui-même, qu'il s'agisse de sa douleur, de sa peur de l'opération ou de sa perception de la qualité des soins reçus. C'est une conversation privée, individuelle et personnelle. Les questions sont ouvertes et flexibles, plus à une discussion guidée qu'un script. L'entretien dure généralement entre 30 et 60 minutes. Mais ce qui est magique, c'est que il arrive fréquemment que les réponses soient étonnantes, ces idées inattendues
qui modifie notre manière de réfléchir aux problèmes, ainsi qu'à ce qui s'est déroulé dans les cliniques. Si l'on pense à un entretien approfondi ou à une visite clinique individuelle, les discussions de groupe sont comparables à une visite de service ou à une réunion d'équipe. Valeur réelle pour l'interaction entre les personnes. Nous utilisons Focus Group ou FGD pour explorer les croyances, les perceptions et les interactions du groupe. L'objectif est d'entendre les points de vue partagés, mais aussi de noter les différences sur un sujet ou une intervention spécifique. La magie d'un groupe de discussion réside dans la dynamique du groupe. L'histoire d'une personne ravive la mémoire d'une autre. Quelqu'un n'est pas d'accord et la discussion se déroule. C'est à ce moment-là que l'on comprend comment les gens réfléchissent ensemble. Le groupe de discussion rassemble 4 à 10 participants, guidés par un modérateur UM qui assure la fluidité de la discussion et soutenu par un observateur ou un preneur de notes pour saisir ce qui est triste et ce qui ne l'est pas. Les sessions peuvent durer entre 1 et 2 heures et sont particulièrement utiles pour tester des idées ou évaluer des programmes. En résumé, les groupes de discussion ne vous fournissent pas seulement une réponse, mais la conversation qui génère ces réponses. Nous venons d'examiner séparément les entretiens approfondis, IDI, et les discussions de groupe, FGD. Mais comment choisir lequel utiliser? Le tableau ci-compte nous aide à comparer leurs points forts ainsi que leurs limites. Concernant les points forts de l'entretien approfondi, il est préférable de l'utiliser quand on a besoin d'intimité. Quand vous avez besoin d'une conversation détaillée, ils réduisent la pression des pairs et créent un espace sûr où les gens peuvent partager des histoires personnelles, comme les craintes liées à l'opération ou les difficultés rencontrées pendant la convalescence. Aussi flexible, vous pouvez suivre et approfondir les réponses si vous les trouvez intéressantes ou perspicaces. Concernant les points forts des groupes de discussion, ils sont extrêmement utiles pour rechercher l'interaction. Comme mentionné auparavant, ils sont idéaux pour le brainstorming, explorer la dynamique de groupe et comprendre les expériences partagées, ainsi que différencier. La discussion fait souvent émerger des idées qui ne seraient pas apparues lors d'une conversation en tête-à-tête. Et en termes de limites pour ces deux méthodologies. Les entretiens approfondis peuvent être très gourmands en ressources et en temps. Les réponses risquent d'être influencées, même sans le vouloir, par le ton, les suppositions ou la relation de l'enquêteur avec le participant. Concernant les groupes de discussion, ici, et là c'est pas optimal pour les sujets très sensibles ou personnels, en groupe, les gens peuvent se retenir s'ils se sentent jugés ou mal à l'aise et de choisir la méthode, mais d'adapter la méthode à la question. Pour la profondeur et la confidentialité, choisissez les idées. Pour l'interaction et les informations de groupe, choisissez le groupe de discussion ou combinez les deux pour une image plus complète. Jusqu'à présent, nous avons discuté du pourquoi et du comment des méthodes qualitatives. Voyons maintenant comment mener un entretien approfondi ou un groupe de discussion n'est pas juste une simple conversation. C'est un processus très structuré, semblable à une préparation à une opération. Chaque étape s'appuie sur la précédente. La première étape est de définir une question de recherche. Nous commençons par une question de recherche claire et précise. Que voulons-nous comprendre? Que les chiffres ne révèlent pas. Cette question peut venir de votre expérience clinique, mais n'est pas encore dans la littérature. Identifier les participants. Une fois que nous savons ce que nous avons étudié et ce que nous avons décidé, les participants que nous devons entendre doivent avoir une expérience directe et vivante de la question, qu'il s'agisse d'un patient, d'un soignant ou d'un agent de santé. Il faut donc trouver les moyens d'identifier ces participants. Ensuite, nous avons choisi le format. L'entretien se déroulera-t-il en tête-à-tête ou en groupe, en face-à-face ou par téléphone?
Voilà comment nous envisageons les différents types, modes d'entretien. Ensuite, vous devez concevoir un guide thématique, qui est un guide très souple que vous élaborez en fonction de la question que vous souhaitez poser. Ce n'est pas un script, mais un guide pour poser des questions, conçu pour stimuler la conversation et explorer ce qui est important pour les participants afin d'obtenir des résultats pratiques et cohérents. Et en termes de formation, c'est pas n'importe qui fait les entretiens, mais nous voulons que forme le personnel à poser des questions sans suggestion, à écouter profondément et à répondre respectueusement. Le personnel s'assure que nous recueillons des données de haute qualité et éthique. Et enfin, nous voulons identifier le cadre de l'entretien où nous menons l'entretien. C'est vraiment important. Nous ne voulons pas mener l'entretien au milieu d'une salle d'attente bondée parce que nous voulons vraiment respecter les participants qui viennent pour la recherche. Nous visons donc un espace calme et privé qui permette aux participants de parler librement, sans distraction, sans hésitation ou sans crainte d'être entendus. Avant l'entretien, nous devons obtenir le consentement du participant. Vous devez expliquer en quoi consistent les études. Cette étude est entièrement volontaire. Elle n'est pas liée à leur dossier ou facture hospitalière. Vous accueillez leurs questions. Nous devons obtenir le consentement des participants avant l'entretien ou le groupe de discussion. Leur participation doit être totalement volontaire. Finalement, vous désirez diriger et perfectionner le guide thématique que vous avez mis au point après avoir mené quelques entretiens. Vous débutez par quelques entretiens avec le guide que vous aviez déjà élaboré. Ensuite, après avoir réalisé ces premiers entretiens, vous vous apercevez que de nombreux patients évoquent des sujets auxquels vous n'aviez pas pensé auparavant, mais qui méritent vraiment d'être explorés plus en profondeur. Vous retournerez donc pour réviser le guide, l'invitation, et vous aurez toutes les questions nécessaires. Vous pourrez alors mieux vous préparer pour vos entretiens futurs en vous basant sur le guide déjà existant. Votre caisse d'entretien de lead. Ce processus n'est pas seulement linéaire, il est très itératif. Vous pouvez revenir en arrière pour affiner votre guide encore et encore après avoir entendu quelque chose d'inattendu. C'est la force du travail qualitatif. Il évolue avec les données. Grâce à ce processus, vous ne vous contentez pas de recueillir des opinions, vous comprenez le monde réel, le contexte qui façonne les résultats. Pour conclure vite, aujourd'hui nous sommes passés de la clinique à la communauté. Comprendre ce qui se passe dans notre pratique et découvrir pourquoi. Nous avons exploré les conceptions de la recherche qualitative et les méthodes de collecte de données en nous concentrant sur la méthode de l'entretien, incluant l'entretien approfondi et la discussion de groupe. Nous avons vu comment les entretiens offrent intimité et profondeur, tandis que les groupes de discussion apportent énergie collective et perspective partagée. Le choix de la bonne méthodologie dépend vraiment de votre question. Nous avons scrupuleusement suivi chaque étape du processus, de manière similaire à la préparation minutieuse d'une opération chirurgicale, afin de garantir que notre recherche qualitative soit non seulement structurée, mais aussi éthique et véritablement significative. En fin de compte, la recherche qualitative s'aligne avec ce que vous faites déjà comme chirurgien. C'est un prolongement de vos compétences. Vous écoutez déjà les patients et leurs histoires. Cette étude vous offre juste les outils pour mieux les comprendre, capter leur voix et utiliser ces informations pour améliorer les soins de manière systématique. À la fin, je tiens à remercier le Dr Agua Harden de nous avoir guidés, d'avoir organisé la session et de remercier également le professeur Youssef Tse, basé à l'École de santé publique, pour avoir fourni une formation à de nombreuses recherches qualitatives. Et bien sûr, de nombreux membres de l'organisation qui nous ont aidés à réaliser ce cours. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés.